Merci beaucoup d'être présent cet après-midi pour la présentation du manuel de géographie. D'abord, je vous invite à vous présenter. Bonjour, alors on est très heureux d'être là pour vous présenter le nouveau manuel. Voilà, et donc répondre ensuite à vos questions. Alors donc moi je suis Catherine Brasse, donc j'enseigne en lycée depuis déjà un certain temps. Et donc Serge Bourgeat qui enseigne également en lycée dans l'Académie de Grenoble. Et donc nous dirigeons ce manuel et nous sommes directeurs de collection chez Belin depuis 2013. Et auparavant on avait fait un certain nombre de manuels scolaires déjà. Mais ce que je voulais dire d'entrée, enfin ce qu'on voulait dire tous les deux d'entrée tout de suite, c'est bien sûr, il y a nos deux noms, mais il y a surtout une équipe d'une dizaine d'auteurs qui ont travaillé avec nous et qu'on salue si par hasard certains nous entendent. Ces auteurs, voilà, la page d'accueil se lance. Ces auteurs, ils viennent d'horizons très variés, que ce soit des horizons géographiques, mais aussi du point de vue de leur formation, du point de vue de leur parcours. Nous, ce qu'on voulait absolument, c'est qu'il y ait des enseignants de lycée qui soient nombreux dans cette affaire pour éviter l'aspect parfois un peu hors sol de certains manuels scolaires, pour être au plus près du terrain. Donc, il y a des professeurs de lycée, mais il y a aussi des universitaires, il y a aussi un professeur à l'INSPE, il y a aussi des professeurs de classes préparatoires. Et l'autre particularité, ce que l'on voulait dire tout de suite en entrée, c'est que c'est des auteurs qu'on connaît bien. C'est des auteurs qui ont tous participé au manuel de première et de seconde qui précédait. Ça veut donc dire que concrètement, on a un travail qui est assez fluide avec eux, je pense. On a un travail qui se fait en toute confiance et on pense, on espère, on ose penser que ça se voit dans les pages qui sont, quel que soit l'auteur, qui sont finalement assez identiques les unes des autres. Et puis la dernière chose qu'on voulait dire en entrée, et ce n'est pas un compliment un peu vain, c'est quelque chose de vraiment qu'on dit du fond du cœur, c'est qu'il y a eu un très gros travail de la maison Belin derrière tout ça, et on profite du fait de ce webinaire pour saluer Camille, pour saluer Josiane, pour saluer Céline, pour dire qu'ils ont fait un très gros travail. Mais derrière, il y a aussi des cartographes. On va, j'imagine, reparler de cartes tout à l'heure. Eddie Carto a travaillé, les iconographes ont fait un très gros travail, les maquettistes, etc. etc. Donc, voilà, en quelques mots, qui on est. Voilà, une équipe bien complète et complémentaire. Bien soudée surtout, en fait. Et bien soudée pour réaliser ce manuel. Et qui dit nouveau manuel, de fait du coup d'une nouvelle réforme. Et du coup, ma question suivante est comment le manuel met-il en œuvre le programme? Alors ça, le programme, évidemment, la base d'un manuel scolaire, c'est de respecter le programme. Donc là, on peut peut-être regarder le sommaire. Donc le livre, on l'a conçu vraiment très proche du programme, de façon à ce que tout soit bien clair, à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les élèves, en respectant finalement la structure du programme. Donc une structure en 4 thèmes, et chaque thème, enfin du moins les 3 premiers étant déclinés en 3 questions. Et donc on a souhaité garder la différenciation entre les 2 questions monde, mais on fait là une première question monde, une seconde question monde, et après quand même on coupe avec un point, disons, des points plus méthodologiques, de révision, de sujets à traiter, etc., avant de passer à la question France. Donc à chaque fois, même dans les intitulés, on est vraiment très proche du programme. Bien sûr, après c'est décliné en fonction de ce qu'on avait envie de traiter, ce qui nous semblait le plus pertinent. Voilà, donc là déjà, respect du programme, et normalement tout ce qui est dans le programme est dans le manuel et inversement. Alors ça, c'était une première chose. Par exemple, si on parle toujours du programme, toutes les études de cas qui sont suggérées, enfin dit comme recommandées et possibles par le programme sont traitées dans le manuel, donc à chaque fois en début de thème. Et puis on en a ajouté systématiquement aussi pour les questions France. On a ajouté une étude de cas à chaque fois, on pourra peut-être en reparler. Voilà, donc on a cherché la clarté et puis une structure qui soit conforme à celle du programme, tout ça rend quand même possible pour les enseignants de jumeler, de traiter un peu plus, de façon plus proche les 2 questions monde s'ils le désirent, puisque c'est conseillé aussi, c'est proposé par le programme. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et puis aussi pour traiter le programme, on est en géographie,
Et maintenant, la géographie, enfin, depuis un certain temps, c'est vraiment une géographie qui entre par les notions. Donc, l'idée, c'est que bon, la notion principale en terminale, c'est la notion de mondialisation, donc, que l'on peut voir au début. Hein. Alors, cette notion de mondialisation, voilà, c'est un peu après, je crois qu'il y en a page 12 ou page 13. Voilà. Donc ça, c'est la question, la notion centrale. Alors évidemment, toute la question, c'était de faire attention, enfin, c'était une espèce de défi à relever, parce que finalement, la mondialisation, on l'a traitée en partie en seconde. Quand on fait les mobilités, déjà, on évoque la mondialisation. En première, quand on a fait les flux, les espaces productifs, la littoralisation, les métropolisations, etc., là déjà, on a bien entamé ce thème de mondialisation. Donc le défi à relever, c'était finalement de bien traiter ce thème, sans que ça ait l'air vraiment de trop répéter ce qu'on avait déjà fait, parce que les élèves, bon, il ne faut pas non plus les lasser, mais en même temps en utilisant les acquis. Voilà, donc ça c'était donc cette entrée par notion, et en particulier par la notion de mondialisation. Alors c'est pour ça que cette année, en terminale, on a choisi d'entrer, pour chaque entrée de thème, de faire une double page qui s'appelle réactiver vos connaissances. Alors, je crois que c'est par exemple page 16, il y en a une. Voilà. Voilà, donc là c'est vraiment à l'entrée du thème, et on reprend par des exercices très simples, et un petit schéma, des cartes de localisation, des repères, pour réactiver donc ce que les élèves ont dû plus ou moins acquérir en seconde et en première. Voilà, donc là ça permet de faire le lien et de montrer qu'on va s'appuyer sur tout ça pour traiter le programme. Donc voilà, l'entrée par notion, pour nous, elle est importante, hein, puisqu'en plus en géographie, c'est vraiment le cœur, hein, de ce qu'on demande. Et ces notions, on y entre aussi à chaque fois par les pages qu'on appelle à l'échelle mondiale, à l'échelle de la France. Par exemple, je crois qu'il y en a un peu partout d'ailleurs. Page 282, il y en a une, je crois, sur la France. Je ne sais pas si vous la retrouvez, voilà. Par exemple, voilà. Donc, pour chaque thème, après les études de cas, donc il y a ces pages qu'avant on appelait grand angle. Donc, c'était une spécificité Belin depuis déjà l'époque de Rémy Knafou, pour ceux qui connaissent, qui se rappellent de Rémy Knafou et qui donc dirigeait avant la collection. Et donc, ces pages grand angle, qui ont été reprises d'ailleurs par une autre maison d'édition, eh bien, l'accent, c'est vraiment l'accent mis sur la notion principale. Alors là, par exemple, c'est aménagement du territoire. Donc, ils font partie des notions obligatoires de terminale. Et ensuite, c'est décliné en sous-notions, par exemple, attractivité, région. Voilà, donc c'est vraiment cette entrée notionnelle du programme qu'on a essayé de mettre en valeur, à la fois dans les cours, mais aussi dans la structure même du livre. Voilà. Alors, en ce qui concerne la France, la dernière question, c'est un peu différent, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein, ce n'est pas le but. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça suffit. D'accord, oui, très bien. Justement, en parlant d'échelle, et ici on parlait donc plutôt de la France, il y a quand même aussi une autre échelle qui est assez spécifique pour la terminale, c'est la question des régions. Comment est intégrée cette question des régions dans le manuel? Alors là, ça a été un très gros débat, ça a été quelque chose qui a été délicat. Peut-être serait-il possible de montrer le sommaire à nouveau? Je ne sais pas si c'est possible. Ça fait travailler les... Désolé, Josiane. Camille va y arriver. C'est Camille. Non, alors, c'est pas grave. En fait, ce que je voulais en vous demandant de montrer le sommaire, c'est que je ne sais pas, en fait, voilà, donc c'est la page d'après, thème 4. Voilà. Peut-être je vais me permettre de rappeler le programme. Je ne sais pas si tous les participants au webinaire ont lu le programme dans le détail. Le thème 4, c'est la France. En fait, ce n'est pas la France, c'est la France et ses régions dans l'UE et dans la mondialisation. Et la dernière question de ce thème, le programme nous demande très clairement d'étudier pour chaque élève la région de son lycée. Donc là, il y a une vraie demande puisque c'est cette question qui terminera le programme, qui terminera même la scolarité en géographie de tous les élèves. Donc il y a là quelque chose sur lequel il nous semblait nécessaire absolument d'insister. Du coup, on a fait deux choix. Le premier choix, c'est de le faire de façon assez conséquente. On ne souhaitait pas faire, je ne sais pas, des études de cas, des dossiers en une page, par exemple, avec 2 documents. Et le deuxième choix, c'est qu'il fallait bien évidemment que les 18 régions soient traitées.
Donc, on est vraiment parti là-dessus et les 18 régions sont traitées dans le manuel papier et dans le supplément numérique. Et à chaque fois, il y a une douzaine de documents pour chaque région. Alors, je ne sais pas si on peut peut-être faire défiler, par exemple, le Dans dossier le région numérique. ou je ne sais pas, histoire de voir concrètement de quoi on parle. Oui, non. Voilà, donc Voilà, là, là, on est sur le dossier numérique. ok, Avec le sommaire, on voit bien qu'il y a les 18 régions. Voilà. Et donc, pour chaque région, il y a forcément, pour chaque région, pardon, il y a forcément une carte de synthèse qui commence ou qui est presque au début de chaque. Peut-être pour la Bretagne. Voilà, par exemple, on a la région Aura, on voit tout de suite que le document 1, c'est l'organisation spatiale de la région. On peut changer de région pour en voir une autre, pour comparer, par exemple. Et donc, à chaque fois, il y a des cartes, il y a des photos. Voici la Bourgogne-Franche-Comté. Et Bourgogne-Franche-Comté est traité aussi avec 13 ou 14 documents. Et donc, l'idée de base, en fait, c'est que pour chaque région, on a à la fois des documents qui parlent, on peut rester par exemple sur la Bretagne, c'est pas mal, on salue au passage les Bretons qu'on connaît. Et donc, l'idée de base, c'est que pour chacune de ces régions, il fallait faire apparaître les lignes de force. Ça, c'est une des demandes du programme. Ce qu'on voit très bien dans le schéma d'organisation spatiale, qui est le schéma numéro 4. Il fallait montrer les grands enjeux d'aménagement du territoire. Il fallait montrer les régions les plus attractives, les régions les moins attractives, d'où le thème ici, la Bretagne, une périphérie attractive et insérée dans la mondialisation, etc., etc. Et si on peut tourner la page, on s'aperçoit qu'on est encore sur la Bretagne, donc ici avec une image assez colorée du Festival interceltique de Lorient. Et chaque région, chaque dossier de région se termine systématiquement, alors je ne sais pas si on peut faire un effet de zoom ou pas, sur, oui on peut, c'est formidable, sur 3 parcours. Chaque région se termine par 3 parcours puisque c'est la fin du programme et c'est même la fin de la scolarité pour les élèves. Un parcours guidé qui est non seulement un relevé de questions, d'informations dans les différentes questions, mais pour lesquelles, on le voit très bien ici, on essaye de relier les documents entre eux. Un parcours autonome qui est soit oral, soit écrit, et puis un parcours cartographique. Donc il y a là quelque chose d'assez essentiel, il nous semble. Et puis pour tous les élèves qui ne sont pas bretons, ils peuvent aussi, avec leur enseignant, aller feuilleter, aller chercher un document ou deux sur la Bretagne, comme ils peuvent aller chercher un document ou deux sur Mayotte, sur la Corse, etc., etc. Donc on a là une véritable banque de données. Voilà à peu près notre choix pour les régions. Et ça, c'est un des bonus du manuel, avec également le livre du maître qui est gratuit. Voilà. Oui, voilà. Donc, ce qui ressort bien, cette possibilité de venir chercher une ressource, piocher, et donc qui m'emmène en fait à une autre question sur la liberté pédagogique et donc en quoi le manuel est-il une aide à la liberté pédagogique pour les enseignants? Alors ça, c'était une autre particularité. Nous, il nous semblait absolument important que le manuel puisse respecter la liberté pédagogique de tout enseignant, qu'il pratique une démarche déductive ou qu'il pratique une démarche inductive. Alors, si on peut schématiser un peu ça, un enseignant qui pratique la démarche déductive. Celui-là, il commencera bien évidemment par une étude de cas, et ce que disait Catherine, inductive, pardon, il commencera par une étude de cas, merci Catherine. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que toutes les études de cas conseillées par le programme sont bien évidemment dans le manuel. Sauf que ces études de cas, nous, on les a pensées de 2 manières différentes. Ce peuvent être des études de cas en 4 pages ou ce peuvent être des études de cas en 2 pages. Exemple, certaines sont plus rapides que d'autres. Vas-y, tu as peut-être un... Non, mais je disais pour Camille, parce que c'est pas évident de trouver à chaque fois des pages. Page 70, je crois, il y en avait une. Page 70, 71, voilà. On est sur une des études de cas supplémentaires sur la France. Alors peut-être, on va justifier un peu. On est ici en thème 1, la mer, et les 4 études de cas proposées par le ministère étaient le détroit de Malacca, étaient l'océan Indien, étaient le golfe Persique, et étaient
la mer de Chine. Aucune ne s'adaptait véritablement à la France, donc on a choisi d'en proposer une cinquième, l'outre-mer français, la particularité du programme étant de poser la question, est-ce que la France est une puissance maritime? Donc, vous êtes ici avec une étude de cas qui est en 4 pages. Donc, si on regarde la deuxième, la suite, voilà. Et toutes ces études de cas qui sont en 4 pages ont en dernière page cette page qu'on appelle bilan mise en perspective. Le but du jeu est de schématiser les acquis de cette étude de cas, d'abord peut-être par une carte mentale, ensuite ici par un schéma. On est sur un schéma, on n'est pas véritablement sur un croquis, comme souvent dans les études de cas. Et puis ensuite, une mise en perspective. Le but n'est pas d'étudier l'outre-mer français en tant que tel, le but est que l'outre-mer français amène un certain nombre de notions qui seront réutilisées par la suite. Donc un enseignant qui adopterait une démarche inductive aurait traité l'étude de cas et ensuite arriverait au cours. À l'inverse, un enseignant qui est dans une démarche hypothético-déductive classique abordera d'abord le cours et ensuite complétera par un dossier. Alors peut-être qu'on peut regarder des dossiers, il y en a un certain nombre, je ne sais pas, par exemple page 220, 221. Voilà. Donc là, on est en thème 3, ça s'affiche. Voilà. On est ici en thème 3 sur l'Union européenne et on regarde le titre du dossier, c'est des inégalités persistantes au sein de l'Union européenne. Si Camille, vous pouviez mettre la page d'avant maintenant, la page de cours, désolé de ces manipulations. Voilà, on s'aperçoit que ce dossier sur des territoires inégalement attractifs au sein de l'Union européenne complète cette page de cours sur comment l'Union européenne favorise-t-elle la compétitivité et la cohésion des territoires. Donc là, on a une analyse en cours, dans un cours classique, que l'enseignant qui privilégierait la démarche déductive eh bien, pourrait approfondir par ce dossier. Donc il y a là quelque chose qui nous semble, nous, du domaine de la liberté pédagogique, on peut effectivement travailler des deux façons. Et puis, de toute façon, même un professeur qui choisirait une démarche par étude de cas peut, quand il le souhaite, piocher dans tous ces dossiers qui servent de complément de banque de données. Donc, un manuel avec ces dossiers en banque de données qui apporte vraiment la possibilité de s'approprier le manuel. On a pu voir avant rapidement dans le dossier région le choix lorsqu'on étudie un des dossiers sur les différents parcours. Et ça m'amène en fait à la question sur comment vous avez intégré en fait tout ce qui est différenciation dans le manuel, concrètement. Alors oui, en ce qui concerne la différenciation, c'est vrai qu'on a essayé de systématiser au mieux la proposition de plusieurs parcours, et ceci dans différents types de pages. Bon, là, par exemple, là, on voit bien là, un parcours guidé, hein, donc c'est-à-dire des questions qui ne sont pas que du prélèvement d'informations. Hein, c'est vraiment, on a essayé. Parfois, ça finit sur un bilan, parfois moins. Et puis à côté, toujours un parcours autonome qui peut être assez varié. Voilà, ça peut être une tâche plus complexe, ça peut être la préparation d'un oral. Là, par exemple, c'est le cas avec un PowerPoint, enfin une présentation, par exemple. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Donc, si vous voulez, si vous pouvez regarder, je sais pas, c'est des pages de cartes, parce qu'on a des doubles pages cartes là, qui suivent toujours nos DP à l'échelle mondiale. Je sais pas, par exemple, voilà, bah oui, celle-ci. Donc ça, c'est une double page de cartes qui concerne donc l'Union européenne. Donc là, il y a des cartes à plusieurs échelles. Et donc, à la fois, systématiquement, à la fin, donc, on propose soit un parcours rédigé, donc des questions qui croisent les cartes, et puis toujours un parcours cartographique. Donc souvent, c'est plutôt un schéma donc, qui est proposé, donc qui est parfois en partie complété, parfois moins, et donc qui amène l'élève à travailler les cartes différemment, finalement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a systématisé hein, déjà depuis là, en seconde et en première. Voilà, autrement, on peut regarder, si vous voulez, je ne sais pas, dans un dossier, je ne sais pas, il y en a un, page 38-39 par exemple, il y en a, je crois que c'est sur la CMA-CGM, puisqu'on est au cœur de la Méditerranée. Donc là, par exemple, voilà, ce qui est proposé, c'est justement un parcours guidé avec un bilan et puis à côté un parcours numérique.
Donc là, on va faire travailler davantage sur un site internet, etc. Voilà, donc vraiment l'idée, c'est de multiplier les possibilités et on peut donner, ça les profs le savent, hein, vous le savez bien, ça peut être, soit on donne le choix, soit on guide les élèves. Bon, c'est des choses maintenant auxquelles les profs sont quand même largement habitués. Et puis voilà, et puis dans les acteurs et enjeux, on a des pages acteurs et enjeux qui sont à la fin des grands thèmes ou des grandes questions. Donc dans ces pages acteurs et enjeux, eh bien là, on va appeler ça une tâche complexe, hein, c'est-à-dire que là, il y a simplement une question, voilà, une question problématisée, qui n'apparaît pas, mais qui va venir, voilà, enfin, question ou pas, avec une mission, hein, une mission assez large. Bon, en général, on met une espèce de jeu de rôle, où ça peut déboucher sur un débat. Voilà, et après, il y a toute une série de documents. Et là, l'élève est quand même beaucoup plus autonome, hein. Il peut travailler en groupe, bien sûr, et puis plus ou moins guidé par l'enseignant. Et à chaque fois, on met des ressources supplémentaires, complémentaires, par exemple des sites, des vidéos. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de mettre l'élève, et le prof pourra guider la différenciation avec des aides plus ou moins importantes. Voilà, donc la différenciation, elle est là. Elle est aussi dans les difficultés graduées dans les documents. Mais ça, bon, les enseignants s'en emparent facilement. Voilà, pour la différenciation. Quelque chose de vraiment bien présent du coup. Et on voit aussi, donc depuis avant qu'on navigue un petit peu dans ce manuel, on ne peut que noter la richesse des documents. Du coup, qu'est-ce qui a guidé ce choix de documents? En fait, ce qui a guidé ce choix de documents, c'est 3 critères. Le premier, c'est bien évidemment la justesse, la rigueur, la qualité scientifique des documents. Ça, c'est évident, mais je tiens quand même à le rappeler. C'est aussi pour ça que parfois, sur certaines cartes, qui étaient des cartes un peu anciennes, elles ont été systématiquement réactualisées par nous, par Camille et Josiane, par Eddy Carto, et donc on est vraiment au cœur des documents les plus récents possibles. Mais tout ça, c'est un peu insuffisant. La deuxième chose qu'on voulait, nous, c'était une certaine accessibilité pour les élèves. On est enseignant dans le secondaire, on l'a dit, et parfois on sait que nos élèves peuvent avoir des difficultés de lecture, peuvent achoper sur tel ou tel terme. Donc il nous semblait qu'il fallait absolument que les textes soient accessibles. Alors, ben voilà, tiens, Camille nous fait apparaître donc une étude de cas sur Grenoble. Là, il y a un texte, le document 2, on le voit d'ici. C'est un texte qui n'est pas très long. Le but du jeu était de faire des textes qu'on a arbitrairement limités à 1300 signes, parce qu'en 400-500 signes, on ne peut pas dire grand-chose, et parce que quand les textes font une page, eh ben, c'est quelque chose qui rebute les élèves. Donc ça, c'était la deuxième chose, l'accessibilité pour les élèves. Mais il y a une troisième chose aussi, c'est la variété. Cette page est assez représentative d'ailleurs, puisqu'on voit 2 cartes, ou plutôt une carte de synthèse en document 1 et un plan en document 6. 2 documents donc cartographiques de nature différente, mais également une photo, mais également un extrait d'une vidéo, je vais peut-être en reparler, mais aussi un tableau. Donc c'était l'idée de proposer les documents les plus variés. Des documents, si je regarde par exemple la photo, il y a là quelque chose, nous on voulait sortir des photos qui soient des photos les plus belles possibles, peut-être, mais qui n'étaient que des photos prétextes. C'est pour ça que cette photo ici de Grenoble a été complétée par un certain nombre d'éléments. Mais en feuilletant le manuel, on s'apercevrait qu'il y a exactement la même chose pour Lyon, il y a la même chose pour Strasbourg, il y a la même chose pour Rouen, il y a la même chose pour d'autres villes. Donc c'était l'idée de rendre ces photos peut-être plus lisibles. Il y avait là quelque chose qui nous semblait essentiel. Et puis, il y a aussi le document 3. Le document 3 qui est une vidéo, qui est un extrait de vidéo. Sauf que, effectivement, ce document, vous voyez, le petit logo, il est flashable. C'est-à-dire que concrètement, les élèves qui ont tous un smartphone, et on voit bien en cette période de confinement que nos élèves n'ont hélas pas tous d'ordinateur, mais la plupart ont quand même un smartphone. Les élèves, on est enseignant dans le secondaire, on a ces livres en première, les élèves le font, flashent ça et peuvent regarder la vidéo. Et s'ils ne regardent pas la vidéo, s'ils ne peuvent pas la regarder, parce que concrètement c'est interdit en cours d'avoir son smartphone, ou moins d'avoir son smartphone ouvert, ce que tous les élèves respectent, la simple photographie qui est ici de la vidéo permet quand même d'arriver à un certain nombre de conclusions et permet de répondre aux questions. Donc c'était vraiment ça l'idée, des documents accessibles,
des documents avec une certaine rigueur scientifique et des documents les plus variés possibles. Alors, on ne va peut-être pas tout développer, mais il y a aussi fréquemment un certain nombre de caricatures, il y a un certain nombre de choses. Et ces documents, on amène les élèves à les critiquer, à les contester, à les confronter, etc., etc. Donc, il y a là quelque chose qui nous semblait, nous, absolument essentiel. Voilà. Trop long. Oui, on est un peu Non, long. parfait. Non, c'est Non, non, parfait. ben voilà. Alors voilà une autre page, encore une fois avec d'autres documents, si ça s'affiche. Voilà, on a ici une caricature qui est le document numéro 6, on a un nuage de mots en document 1, et puis quelque chose qu'on n'a pas dit jusque-là, qui est visible à la fois sur le document 2, La nuit est belle, qui est un document en gros de la communauté genevoise, et puis le document numéro, j'arrive pas à le lire, le document numéro 4, qui est à la frontière franco-espagnole, c'est que tous ces documents, on a essayé systématiquement de les localiser. Donc, il y a énormément de petits cartons de localisation parce qu'un élève qui soit de Grenoble ou de Lille ne saura pas forcément, désolé, où est Bayonne. Parfois, on en est là. Donc, voilà. Donc, le but, c'était évidemment de rendre ça plus accessible aux élèves. Voilà. Et justement, ça me permet de rebondir pour ma question suivante sur cette question d'accessibilité pour les élèves. Donc, en quoi le manuel est-il pensé pour aider justement les élèves? Bon, on a parlé de l'interactivité, hein, donc avec tous ces documents flashables, l'interactivité aussi dans le manuel numérique. Bon, l'accessibilité, on en a parlé aussi pour les documents. Et puis aussi pour les questions, on l'a évoqué. Hein, parce qu'en fait, par exemple, le livre du maître, le livre du maître là, qui est une spécificité de Belin, là, qui est donné avec les spécimens. Et ce livre du maître, du coup, comme on le donne tout de suite, il faut bien l'écrire, hein, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, on l'a écrit, bien sûr, tous les auteurs l'ont écrit au fur et à mesure qu'ils faisaient les questions. Et ça permet justement de temps en temps de dire cette question que je pensais poser, finalement, je n'arrive pas à trouver la réponse. Et donc, ça permet de faire en sorte que le questionnement soit faisable. Hein. Bon, il peut y avoir quelques exceptions, mais c'est vraiment cette idée. Donc, du coup, en tant qu'enseignant, on sait bien que c'est déstabilisant quand les élèves se retrouvent dans des questions où ils ne savent pas du tout répondre. C'est assez décourageant. Donc là, essayer de faire un questionnement et des questionnements qui soient accessibles. Et puis aussi multiplier un peu les cartes mentales, ou les schémas fléchés, qui pour certains élèves facilitent la compréhension ou la mémorisation. Donc ça, c'est des choses très concrètes qu'on a essayé de multiplier. Et puis, on a aussi fait évoluer le cours par rapport à la seconde et à la première. Donc, avant, c'était un cours sur une page. Là, comme on est en terminale, on a choisi de faire un cours sur une page et demie. Donc, qui commence toujours par un titre problématique. Alors, problématique élève, hein, problématisé, oui. Et avec une conclusion là, qui apparaît en fin de... après le grand C. Donc là, il y a ce cours qu'on essaye de rendre accessible, à la fois synthétique, mais pas trop ardu. Hein, c'est un peu la quadrature du cercle, mais on essaie d'y arriver. À chaque fois, il y a des documents repères. Parfois, c'est une vidéo, là, par exemple, sur le continent en plastique, entre guillemets, dans les océans. Et puis donc, la nouveauté, ce qu'on essaie de faire, oui, c'est qu'on a... Belin a embauché, a fait travailler des comédiens donc, qui ont lu le cours, lu de façon intelligente par rapport à une lecture mécanique qui est faite par une machine. Donc ça permet aux élèves, soit parce qu'ils n'ont pas envie de lire, soit parce qu'ils sont dans le bus ou je ne sais pas où et ils écoutent le cours. Donc ça leur permet d'écouter le cours pour réviser, ou voilà, par exemple. Et puis également pour mettre en activité les élèves, pour que ce ne soit pas juste des cours, des pages un peu passives, entre guillemets. On a choisi pour tous ces cours de terminer à chaque fois le dernier quart de page, on va dire, soit par une carte mentale ou un schéma fléché qui est à compléter. Donc cette carte mentale, elle va être complétée par les éléments du cours, par les notions, le vocabulaire. Alors même si l'élève n'a pas lu le cours in extenso, et ça peut être le cours du prof, hein, qui normalement permet aussi de répondre à tout ça. Donc soit on peut finir par un schéma fléché comme ça, soit parfois on a terminé les cours par un croquis à compléter ou une carte. Oui, par exemple, dans ce cours-là, sur l'économie maritime en France. Donc là, normalement, voilà, il y a par exemple une carte schéma, on va dire, un croquis assez simple. Et là, l'élève peut compléter à l'aide du cours la légende.
voilà, parfois c'est une photo à commenter. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui permettent aux élèves de s'approprier les notions, les idées. Voilà. Et puis également, on a essayé de rendre les choses assez claires, assez attractives. Voilà, ça, c'est le travail aussi de nos éditrices, de la maquettiste, de l'infographie, hein, tous ces métiers en fait qui soutiennent évidemment le propos. Et puis également donc de trouver par exemple pour les acteurs et enjeux des thèmes un peu comment dire attirants, attractifs pour les élèves. Par exemple, voilà, acteurs et enjeux là pour l'Union européenne. Bon, on sait que les préoccupations environnementales sont de plus en plus importantes et en particulier chez les adolescents. Et du coup, là, c'est que peut-on faire, enfin, comment l'UE pourrait-elle être peut-être un modèle pour lutter contre le changement climatique? Voilà, avec donc toujours ces tâches complexes. Donc, essayer de trouver dans un programme qui parfois est un peu ardu, hein, parce que l'Union européenne, les rivalités entre les différents de puissance, c'est pas toujours facile pour des élèves, de trouver des points d'entrée qui les intéressent, enfin, normalement. Voilà, puis enfin, toujours classiquement, à la fin de chaque grande question, il y a des pages qui sont des pages essentielles. Hein, donc, par exemple, ici, voilà, une page essentielle. Bon, ça, c'est un petit peu ce qu'on faisait déjà en seconde et en première. Un cours rédigé, enfin, une partie qui est en retenir autrement la plus schématique, et puis des schémas cartographiques, des chiffres clés. Et puis juste après, donc il y a des pages révisées activement qui sont là aussi, qui existaient en seconde et en première, qui sont des petits exercices assez rapides normalement. Alors des petits QCM, hein, un peu basiques, mais ça généralement les élèves aiment bien, ça les motive. Après, là c'est une simplification d'une carte de l'Union européenne. Voilà, des petites questions, des petits exercices qui permettent pour les élèves de vérifier s'ils ont compris en fait l'essentiel. Et d'ailleurs, il y a les réponses dans le manuel. Hein, c'est pas des interros, hein, c'est vraiment pour que les élèves agissent. Si je puis me Voilà. permettre un mot, on avait pensé à un moment appeler ça réviser en 5 minutes chrono. Ça donne bien l'idée, ça donne cette idée que concrètement, l'élève, il a la page précédente, l'essentiel, où là, il a le résumé version prof, et là, il peut réviser très rapidement, soit des notions, soit un exercice cartographique simple, soit faire le lien avec le programme d'histoire, etc., etc. Voilà, en gros, ouais. Non, mais c'est bon. Super. Et ben, après, donc, dernière question avant qu'on puisse commencer donc, la partie questions-réponses et que je laisse donc un peu plus la parole pour les questions à tous les participants. Bien sûr, on est donc sur un manuel de terminale. Donc, la grande question, c'est comment le manuel prépare-t-il au bac et plus généralement aux méthodes qu'il faut appliquer. Donc pour les pages méthodes, oui, effectivement, il n'y a pas que le bac, hein, heureusement. Bon, en plus, le bac a profondément changé. Voilà, donc quand on parle de méthode, l'idée, il y a plusieurs types de pages en fait. Il y a des pages qui sont sur des méthodes plus ponctuelles, notamment qui font travailler les capacités, hein, puisque dans le programme, il y a toute une série de capacités qui sont déclinées par le bulletin officiel. Voilà, donc par exemple, ici, c'est des pages acquérir les méthodes qui ne sont pas type bac vraiment, mais qui permettent de réfléchir à certaines capacités. Donc par exemple, je ne sais pas, en page de droite, là, sur l'intérêt de croiser différentes échelles à propos d'un phénomène, donc local, national ou régional, mondial. Voilà, donc il y a ce genre de page, mais qui existait déjà avant. Alors, on essaie de faire une progressivité. À chaque fois, il y a un petit point méthode. Alors, les points méthode, là, ils sont assez réduits. Mais en même temps, le but, c'est pas notamment de faire que lire des méthodes, des conseils, il faut surtout les appliquer. Hein. Donc, parce que bon, on a beau conseiller plein de choses, tant que c'est pas pratiqué, c'est pas forcément assimilé. Voilà, et certaines de ces pages d'ailleurs sont un peu tournées vers le supérieur, un peu plus. Alors, de façon, comment dire, modérée quand même. Là, par exemple, faire un dossier de presse, alors ça peut être fait bien sûr en terminale, ou alors analyser, là on a tenté une petite vidéo promotionnelle en anglais, hein, très facile à comprendre, sur la promotion que fait le gouvernement français d'ailleurs de ces entreprises à l'étranger en fait. Voilà, et puis après il y a évidemment les pages consacrées aux E3C, donc avec l'épreuve qui est en fin de terminale. Donc là, ce sont des pages qui existaient déjà en première,
qu'on a fait un petit peu évoluer en fonction des banques de la banque de sujets de première. Donc, en calibrant davantage les documents, en faisant des textes à transposer en croquis, des textes maison, on va dire, puisque c'est comme ça pour le bac. Voilà, donc par exemple, pour l'analyse de documents, là, on a 2 types de documents qui sont à confronter. Et à chaque fois, donc classiquement, ça c'est des méthodes qu'on faisait toujours, on a les différentes étapes et on guide les élèves jusqu'à ce qu'ils arrivent à rédiger cette analyse de documents, par exemple. Voilà, donc tout ça, c'est... Bon, comme on est enseignant, c'est vrai que c'est des choses qui, pour nous, sont un peu évidentes et assez agréables à faire, d'ailleurs. C'est des pages qu'on aime bien faire, parce qu'on espère qu'elles seront utiles, surtout. Voilà, et puis après, il y a bien sûr les croquis, cette fameuse épreuve de croquis à partir d'un texte, ça, on l'a fait aussi. Bon, après, on ne va pas tout regarder. Et peut-être à la fin, à chaque fois aussi, on a des sujets pour s'entraîner, donc des sujets type bac, là aussi. Avec une aide qui est plus légère. Voilà, c'était pour le croquis. Donc des aides plus légères, plus d'autonomie pour les élèves. Et d'ailleurs, dans le manuel qui est le manuel d'histoire géo, donc jumelé, ces pages méthodes ont été conçues aussi pour associer des épreuves d'histoire et de géo, de faire les 2 parties de ces fameuses 3C. Voilà, en gros, pour le bac, ces nouvelles épreuves de bac. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et cette présentation. Du coup, on va pouvoir laisser chacun d'entre vous poser vos questions. N'hésitez pas donc à utiliser l'outil Q&R, questions et réponses, pour venir poser vos questions. Et voilà, on va pouvoir répondre donc aux questions. Alors, par exemple, il y a une question là. On découvre les questions, donc revenir sur l'épreuve du passage du texte au croquis, qui interroge particulièrement en seconde et en première. Quelle démarche avez-vous privilégiée au sujet du croquis? Par exemple, il y avait un qui était à moitié rempli. Là. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. À chaque fois, donc, on a créé un texte, puisque finalement, dans les manuels précédents, c'est vrai qu'on avait cherché plutôt à trouver des textes de géographes. C'est pas qu'on ne soit pas géographe, mais des géographes référencés, universitaires. Et c'est vrai que les textes de géographes, alors après on peut les triturer, tout ça, mais nous, à chaque fois dans le manuel, on garde, on est très fidèle au texte. Quand on fait des coupes, on les indique. On remanie pas les textes. Donc là, du coup, on a fait comme pour la Banque nationale de sujets, c'est-à-dire qu'on a rédigé des textes maison, et donc des textes qui sont calibrés à peu près en fonction de cette banque de sujets, et qui sont des textes qui soient transposables en croquis. Alors là, par exemple, dans cette double page, on voit que le croquis est déjà en partie réalisé, parce que le but n'est pas de jeter forcément l'élève tout de suite comme ça, tout seul, face à un fond de carte vierge. Voilà. Et donc là, on est vraiment dans des sujets pour s'entraîner. Voilà, donc c'est le travail sur les figurés, le travail sur la construction de la légende. Voilà, et là, c'est, vous voyez, sujet pour s'entraîner. Là, c'est le sujet brut, puisque là, il y a le texte, et ensuite, comme au bac, le fond de carte vierge. Et le fond de carte est évidemment téléchargeable. Oui, oui. Enfin, il ne sera pas si petit. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a répondu à la question du lecteur. Il y avait une autre question plus générale sur la critique de la mondialisation. Alors peut-être on va la lire parce qu'on la découvre au fur et à mesure de Philippe. Quelle place avez-vous accordée à la critique de la mondialisation? Sur les pages montrées, ce n'est pas évident. Pollution effrayante des porte-conteneurs CMA-CGM, effet d'affichage de la Cyclone Vallée de Grenoble, comparaison d'échelle locale, échelle globale. Peut-être cet aspect est-il plus flagrant dans les questions posées dans le manuel ou dans les pages acteurs et enjeux, etc., etc. Alors peut-être, on va tout de suite répondre déjà sur le fond. Il ne faudrait pas imaginer qu'on soit des contempteurs d'une mondialisation béate, surtout en ce moment d'ailleurs. Et donc, il y a effectivement, on rassure tout de suite Philippe, il y a un certain nombre de pages qui sont très critiques. Alors peut-être que Camille pourriez montrer, je ne sais pas, soit les pages sur le CETA, soit la page d'entrée de la question 2, la question 2 du thème 2. Il y a effectivement
dans le thème qui est dédicacé à la mondialisation, on a effectivement toute une critique de cette mondialisation qui apparaît non seulement dans les acteurs et enjeux, il y a quelque chose sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, mais qui apparaît aussi, voilà, on va y arriver. Je ne sais pas, par exemple, page 136, 137 dans un premier temps. Non. Là encore que là, on est sur l'environnement et là, on voit tout de suite que la pollution, c'est la caricature du document numéro 6 sur le plastique. Là, il y a quand même une certaine critique. Voilà, ici, on est en présentation de la question 2 du thème 2 qui s'appelle, et ça c'est encore une fois, on respecte toujours le titre officiel du programme, Coopération, tension et régulation aux échelles mondiales, régionales et locales. On voit d'un côté le sommet Canada et Union européenne, donc, avec M. Trudeau qui est visible, donc là, une mondialisation institutionnelle, et puis on voit de l'autre côté Stop CETA. Et la demande, c'est vraiment que les élèves réfléchissent à ça. Pourquoi les opinions publiques sont-elles pour le moins sceptiques vis-à-vis de la mondialisation? Et après, dans le chapitre, quelques pages plus loin, alors désolé, on n'a pas forcément... On n'a pas les pages en tête. Bon, là, on voit aussi. On a vu au passage M. Trump. Voilà. On décalé un peu. Voilà, non, mais c'est normal. Le CETA, voilà, qui est signé effectivement par nos dirigeants, le CETA, accord controversé. Donc, que Philippe, si j'ai bien retenu le prénom, se rassure, il y a énormément de documents qui permettent une critique de la mondialisation. Là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Après, c'est sûr que dans un manuel, l'espace est contraint, donc on ne peut pas non plus... Enfin, c'est toujours des choix difficiles de documents, mais là, bon, par exemple, au moins 2 documents sur 5 ou 6 appellent à la réflexion critique. Voilà, il y en a d'autres dans le manuel, bien sûr. Il y a une question peut-être de détail, mais elle n'est peut-être pas si de détail que ça. C'est, avez-vous une astuce pour évaluer l'échelle d'une photographie? Par exemple, comment estimer la largeur de la presqu'île de Grenoble? Alors, ça a l'air d'être du détail, mais en fait, ça ne l'est pas. Si on revient sur cette page, et j'avoue que j'ai oublié le numéro de la page, en fait, alors je le fais sans les pages sous les yeux, donc je demanderai au lecteur de nous croire. En dessous, il y avait une carte. Et donc, il y a toujours cette volonté de confrontation de documents. La photo n'est pas dans le vide. Cette photo, elle est localisée. Alors, donc, on l'a fait localiser sur la carte d'ensemble. On l'a fait localiser sur le petit croquis qui est dessous et je ne vois pas où est cette page. Je ne me rappelle plus le numéro de la page, je suis désolé. Et donc, en gros, l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment la confrontation des documents. Donc, l'échelle, ils peuvent trouver. Voilà. Donc, l'échelle, ils peuvent la trouver sans aucun problème sur le document 6, voire sur le document 1. Dans le document 1, puisque la et tout simplement parce que la presqu'île de Grenoble est très facilement repérable par son bâtiment industriel qui s'appelle le synchrotron. Pour ceux qui ne savent pas, c'est cette espèce d'anneau en béton. Accélérateur de particules. Un accélérateur de particules qui est visible sur les 2 documents. Donc, c'est la confrontation des documents qui est vraiment au cœur de notre démarche. L'échelle se voit aussi un peu avec les bâtiments. Oui. Voilà. C'est aussi l'observation de la photo. Voilà. Je crois qu'il y avait une question aussi posée sur les pages acteurs et enjeux qu'on ne trouve pas forcément dans le manuel de 2 en 1, enfin histoire-géographie. Oui, parce que là, il a fallu faire des choix, parce que il y a certains établissements, certaines équipes qui préfèrent avoir un livre jumelé histoire-géographie. C'est parfois aussi des demandes, je crois, des chefs d'établissement. Bon, même si nous, c'est vrai qu'on préfère des livres dissociés, parce que d'abord, pour les élèves, déjà, c'est moins lourd, et puis en terminale, ils savent quand même, quand ils ont géo ou histoire, ils arrivent à ne pas se tromper de livre, d'habitude. Voilà. Et c'est vrai que là, il y a certaines pages qui ont dû être retirées, aussi bien en histoire qu'en géographie, pour que le livre ne soit pas monstrueux. Et voilà. Donc, c'est un choix qui a dû être fait, contraint. Mais après, vous pouvez peut-être télécharger aussi sur le manuel numérique, vous aurez les acteurs et enjeux. Vous pouvez utiliser ça. Ça ne vous empêche pas de travailler avec, je pense. Voilà. Et puisqu'on est sur des choses à télécharger ou pas, il y a une question de Patrie. Quelle est la différence entre un flash code et un QR code? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail technique parce qu'on en est incapable. Sauf que l'idée, c'est qu'avec le Flash Belin, en flashant simplement ça, la page s'ouvre sur le smartphone et toutes les références, s'il y a par exemple 5 renvois sur la page,
un renvoi à un article qui serait en version intégrale, un renvoi à une vidéo, un renvoi à une carte interactive. Tout ça peut s'afficher d'un coup. Voilà, donc il suffit de charger l'application, c'est très simple, hein. On est bien arrivé. Donc, et bon, il photographie la page en quelque sorte et ça marche. Et c'est assez pratique. Voilà. Et puis par exemple, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tous les croquis, toutes les cartes qui sont dans le livre sont toutes interactives. Donc c'est-à-dire que ce soit le prof ou l'élève, on peut ne mettre qu'une partie de la carte, qu'une partie de la légende, et donc construire progressivement la carte. Ça peut être très utile en tant qu'enseignant pour construire la carte au fur et à mesure du cours aussi. Voilà, donc, ce qui est visible par exemple par les voilà. petits logos qui s'affichent là, Oui. des cartes pour Carte comprendre. interactive, voilà. Donc il suffit de flasher. Enfin, et puis, et là, sur le smartphone, parce que visiblement les élèves sont très équipés de smartphone, ils peuvent travailler là-dessus. Enfin, voilà. Donc je ne sais pas si ça répond. C'est l'application, ouais. voilà, l'application Flash Belin, donc à télécharger et après simplement à flasher la page en question et on retrouve donc l'ensemble des ressources numériques. Voilà. Alors, après, on a une question alors de Jacques Muniga qui pose la question, alors je la lis pour tout le monde, pourquoi ne pas avoir présenté la construction schématique de tous les pays et régions du manuel comme vous l'avez fait pour la France, l'Europe et le planisphère? Puis après, il y a une deuxième partie de la question, on la fera peut-être après. Pour une raison très simple, c'est que la France, l'Union européenne et la mondialisation sont et le monde sont les trois échelles du programme. Et il nous semblait absolument nécessaire que les élèves sachent redessiner avec leurs simples moyens la France, l'Europe, le monde. Le but était d'éviter que les élèves fassent systématiquement à la règle le fameux hexagone. Voilà. Et donc, la question, oui, c'est qu'il y a toujours un problème de place hein, dans un manuel. Bon, c'est vrai que maintenant, avec les manuels numériques, c'est un peu, on peut agrandir un peu, mais enfin, c'est aussi c'est pas si évident que ça, d'ailleurs, ces extensions. Donc, autrement dit, on peut pas, il n'y a pas la place, en fait, pour faire tous les pays, pour faire toutes les régions. Alors, ceci dit, pour les régions, dans toutes les fiches régions, à chaque fois, on leur a proposé un schéma. C'est-à-dire que le schéma est déjà fait et eux, ils doivent le compléter. Donc, en fait, il y a cette proposition de région schématisée. Voilà. Et puis, il y avait une deuxième partie de la question, c'était pourquoi avoir représenté schématiquement l'Allemagne sous forme d'un rectangle. Ça, c'est dans une étude de cas du thème 3. On répondrait peut-être facilement que c'était la volonté de l'auteur, mais en plus, ça correspond à quelque chose qui nous semblait intéressant, c'est de montrer toutes les sortes de langages cartographiques possibles. L'Allemagne, on aurait pu la représenter comme on l'a représentée avec la France, avec des contours assez ressemblants, mais l'idée, c'était de montrer que les régions d'Allemagne s'insèrent différemment, les régions d'Allemagne s'insèrent différemment dans l'Union européenne, sauf si elles correspondent à l'ancienne RDA ou à l'ancienne RFA. Donc vous avez deux couleurs. Le tout est inséré dans l'Union européenne en bleu, le tout est inséré dans la mondialisation. Donc le but du jeu, c'était de montrer ici, on va dire, les échelles différentes et donc de montrer aux élèves un autre type de représentation cartographique. Voilà, c'est pour varier. Après, ça n'empêche pas l'enseignant de faire un croquis plus simple, enfin pas simple, mais plus classique. Voilà. On a varié, justement, on essaie de varier les représentations cartographiques, schématiques, presque chorématiques, même si on n'a pas fait de chorème, hein, bien sûr. Voilà. Parfait, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions, en tout cas si les participants... il reste une question. Il y a des questions où on ne peut pas répondre en fait, qui sont sur les spécimens et qui sont sur l'ouverture des lycées. Donc on est absolument désolé. On a apporté des réponses à l'écrit normalement sur ces questions-là. Après, s'il faut apporter une question à l'oral pour les spécimens, tout est mis en œuvre pour qu'ils arrivent, ils sont envoyés aux établissements. Voilà, normalement, tout devrait être mis en œuvre. Nous sommes prêts en tout cas à envoyer tous les spécimens aux établissements. Maintenant, il suffit simplement que la situation le permette et que les établissements soient ouverts. Mais voilà, on va tout mettre en œuvre en tout cas pour que, voilà, ils sont imprimés et ils sont prêts à être envoyés.
Nous, Imprimé en on France. attend juste de pouvoir vous les envoyer. Donc voilà pour la réponse sur les spécimens qui, on le sait, est quand même importante en ce moment. D'accord. Donc voilà, normalement, on espère vraiment de tout cœur que tout le monde aura son manuel, son spécimen papier entre les mains. Et après, il y avait la question aussi sur le livre du professeur, si on peut le consulter. Et bien sûr, il est consultable en ligne. Je peux vous remettre le lien aussi dans la conversation pour retrouver l'ensemble des bonus liés au manuel, avec du coup à la fois le livre du professeur et le cahier sur les régions. N'hésitez pas à me recontacter. Donc, vous avez mon mail juste à l'inscription. Donc, s'il y a la moindre question encore, une question qui vous vient plus tard, qui reste en suspens, etc., à me contacter par mail et à poser vos questions. Et je pourrais transmettre tout ça à Serge et Catherine si besoin. D'accord. En tout cas, merci. Oui, merci à vous. Merci à tous. Voilà. Merci à vous, Serge et Catherine, et merci à tous les participants d'être venus, d'avoir répondu présent cet après-midi. Voilà. Merci, au revoir. C'est ça. Bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.